À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Mon invitée du jour est une créatrice d'entreprise. Barbara Olivier est en train de créer sa première micro-crèche dans la région de Tours à Château-Renaud, le Papillon Doré. Elle a décidé de se lancer dans ce projet fou parce qu'elle veut proposer un mode d'accueil stable et rassurant aux enfants et à leurs parents, ce qu'elle n'a pas trouvé pour son bébé. Bien sûr, elle a peur, elle s'est demandé plusieurs fois si elle allait y arriver, mais sa persévérance a été plus forte que tout. Le Papillon Doré ouvre ses portes en septembre 2024. Les premiers enfants sont inscrits. Dans l'interview, Barbara m'a confié les délais administratifs longs, l'attente, la remise en question, comment elle avait sous-estimé l'importance du marketing, les difficultés à se mettre dans la peau d'un vendeur, malgré son goût pour le contact humain, l'envie parfois de baisser les bras devant tant de difficultés, mais surtout sa motivation, plus forte que tous ces obstacles, le soutien de la banque qui a tout de suite accepté sa demande de prêt de 150 000 euros et ce qu'elle applique dans son projet d'accueil pour réaliser son rêve, son objectif, assurer la sécurité émotionnelle des enfants dans sa crèche. Alors oui, c'est un projet un peu fou, qui lui semble parfois impalpable, irréel, mais qui va pourtant devenir une réalité dans 3 mois. Tu l'entendras dans l'interview, j'accompagne Barbara dans son projet et je dois dire que j'en suis très fière parce que c'est une personne qui met l'accueil des enfants au plus haut niveau d'exigence. Alors prépare-toi à écouter les confidences d'une femme qui ouvre sa première micro-crèche. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on va parler création de micro-crèche avec une invitée très spéciale, c'est Barbara Olivier. Et Barbara, je la connais très bien. Je dis que c'est une invitée très spéciale parce que c'est une de mes clientes. Je l'ai rencontrée parce qu'elle avait ce projet de créer sa micro-crèche et elle voulait le faire avec un accompagnement. Et donc, on travaille ensemble depuis plusieurs mois. Bonjour Barbara. Bonjour Amal. Alors, vous allez bien Barbara aujourd'hui ? Très bien, merci. Alors Barbara, vous êtes infirmière déjà, Oui. Vous avez le diplôme d'infirmière et vous avez décidé de vous lancer dans la petite enfance il y a quelques temps déjà. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, raconter votre histoire et qu'est-ce qui vous a amené dans le métier de la petite enfance ? Le projet est né quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Je voulais vraiment que mon fils soit accueilli en crèche ou en micro-crèche. Et donc dans la ville où je vis, il n'y a qu'une crèche municipale. Et donc quand j'ai voulu l'inscrire, on nous a dit tout de suite vous rentrez pas dans les cases. En gros, c'était ça. Et de chercher un autre mode d'accueil parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas accueillir votre fils. Donc à la suite de ça, j'étais très déçue parce que c'était un accueil auquel je tenais beaucoup. Donc je me suis retournée vers une assistante maternelle et j'ai eu la chance de tomber sur une super assistante maternelle. Donc déjà, oui, vous aviez vraiment cette envie d'aller en crèche, vous. Oui. Mais vous avez eu quand même de la chance. Vous étiez quand même contente de votre assistante maternelle, Oui. donc c'était pas non plus une catastrophe. C'était pas une catastrophe. Après, j'étais très stricte, on va dire, sur le choix de l'assistante maternelle. C'est-à-dire, vous avez fait comment ? En fait, de bouche à oreille, j'en ai rencontré plusieurs et j'avais je voulais pas de télé, par exemple, dans la pièce principale, pas de tabac, une assistante maternelle qui soit le plus proche de mes valeurs, en fait. C'est surtout pas de tabac et pas de télé. Et puis après, en discutant, on apprend à connaître les gens. Et puis moi, je marche beaucoup au feeling, donc ça s'est fait comme ça et je me suis pas trompée. Bon, mais c'est pas non plus des exigences complètement démesurées, hein, pas de tabac et pas de télé. En tout cas, au départ, vous vouliez absolument une crèche, mais vous êtes infirmière, hein, vous n'êtes pas infirmière puéricultrice. Donc, au départ, c'était pas non plus votre projet de carrière, la petite enfance. Donc, c'est vraiment la naissance de votre enfant ? Oui, et en fait, pourquoi la crèche ? Parce que pendant mes études, j'ai découvert le milieu de la crèche et j'ai fait un stage de 2 mois et demi en crèche. Donc je connaissais déjà l'univers de la crèche et c'était un accueil qui me convenait et dans lequel j'avais envie d'inscrire mon enfant. D'accord, donc vous l'avez connue en tant qu'étudiante infirmière, Oui. mais vous n'étiez pas spécialement partie pour travailler en crèche. Mais par contre, ça vous avait plu pour votre enfant. Voilà.
Et à la suite de ça, donc déjà j'étais déçue de pas avoir eu la possibilité d'inscrire mon enfant en crèche et j'étais infirmière, donc qui dit infirmière dit horaire atypique. Et donc j'ai dû faire appel à des gardes d'enfants à domicile, enfin des sociétés de garde d'enfants à domicile. Et on a eu une intervenante qui était super, qui est restée 1 an. À la suite de ça, on a eu en moins de 6 mois plus de 10 intervenantes à la maison, beaucoup de mouvements. C'était très insécurisant pour mon fils et sa sœur qui est née entre-temps. Et puis pour nous, en fait, c'était très dur de se dire qu'on avait des inconnus à la maison qui accueillaient nos enfants qui se levaient et nous, on était absents. Nos enfants étaient très anxieux à l'idée de nous voir partir. C'était très, très difficile à gérer le matin comme le soir. Et c'est là que vous avez eu un déclic? Et là, j'ai eu le déclic, un petit peu avant. Déjà, quand j'ai pas eu la place en crèche, je me suis dit: «Ben, c'est quand même dommage, on devrait pouvoir choisir le mode, d'accueil». Donc ça avait déjà commencé à me trotter dans la tête et puis c'est vrai qu'après quand j'ai vu l'insécurité des enfants qui pouvaient venir d'un accueil, instable, en fait, je me suis dit: «Bah, la création de cette micro-crèche me trotte dans la tête et j'aimerais en plus pouvoir sécuriser les enfants». Donc le projet est né d'ici. Vous vous êtes donné une mission. En fait, ce que je dis souvent, c'est que je suis infirmière. Mon métier, c'est de prendre soin des gens. Alors quand j'étais infirmière, je prenais soin des patients et là, je prends soin différemment. Oui, vous savez que le diplôme d'infirmière, c'est le premier diplôme en crèche, premier diplôme dans la hiérarchie des crèches. Donc c'est assez cohérent finalement votre positionnement. Est-ce que ça, vous l'aviez identifié? Tu pas tout de suite. Je sais que vous avez le syndrome de l'imposteur. Complètement. Donc en fait, grosse déception de pas avoir de place en crèche. Ensuite, vous avez, dû affronter les difficultés de beaucoup de parents sur de l'instabilité et des besoins qui sont pas forcément couverts. Et finalement, vous avez eu envie de remplir cette mission en vous disant: «Bah, il y a un besoin que vous avez identifié». C'est né quand cette décision en fait de créer votre microcrèche? C'était tellement progressif que, bah, je dirais vraiment en 2018, quand j'étais enceinte de mon fils, la première fois et c'est réapparu en 2023. C'est assez, progressif. Il y a eu un premier déclic en 2018, mais en fait, vous avez vraiment sauté le pas en Tout à 2023. fait. Moi, je vous ai rencontré, il y a quelques mois, hein, fin 2023. Vous en êtes où aujourd'hui? Et bah, aujourd'hui, le projet avance bien. Ça y est, ça se concrétise. Aujourd'hui, bah, déjà j'ai mon local, les travaux ont bien avancé. J'ai rencontré pas mal de familles déjà. J'ai mes premiers contrats qui sont signés et en ce moment, je suis en plein recrutement. Bah, c'est toutes les étapes qui ont été, entamées, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes qui ont été entamées. Barbara, alors votre rêve dans cette ouverture de crèche, votre objectif, le plus élevé, le grand rêve? Le grand rêve, il y en a plusieurs. Le premier, je pense que c'est vraiment d'assurer la sécurité, émotionnelle des enfants. Je pense que mon vrai voilà, si vraiment je réussis à m'apercevoir que les enfants sont sécurisés et les parents, parce qu'en fait, on parle d'enfants, mais en réalité, on parle de famille. Le grand rêve, ça serait ça. Ouais, donc c'est vraiment un rêve de mission, hein. On n'est pas sur un rêve, d'indépendance, sur un rêve, d'entrepreneur, enfin, il y a ça en fond, bien sûr, mais votre premier rêve, c'est cette crèche idéale où on peut, prendre soin des enfants et répondre à leurs besoins. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous diriez qui a été vos principaux freins quand vous avez voulu démarrer ce projet? Ça s'est passé comment? Parce que bon, ça a quand même duré, vous aviez envie de le faire déjà en 2018. Finalement, vous démarrez vraiment qu'en 2023, donc c'est quoi les freins? Le 1er frein, ben, déjà, en fait, en 2018, j'étais investie dans mon activité d'infirmière, libérale. J'ai créé mon cabinet en 2017, donc je me suis dit: «Je peux pas tout faire en même temps». Donc le changement de vie? Le changement de vie, voilà, je pouvais pas, voilà, j'avais pas le temps de tout faire et puis, en fait, après, le principal, c'était, je vais pas y arriver et pourquoi moi j'y arriverais? Enfin, voilà, le syndrome de l'imposteur, complètement et puis, c'était surtout ça, en fait, peur de pas y arriver. Vous êtes en milieu, rural, hein. Vous auriez pu aussi vous rapprocher d'une plus grande ville, dans votre secteur, mais vous avez préféré ouvrir donc là, vous ouvrez, dans une ville qui s'appelle Château-Renaud, qui est dans la région de Tours. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partis sur cette ville-là? Quand, je me suis intéressée à la, couverture, en fait, de crèches sur les villes, aux alentours de Tours, je me suis aperçue qu'à Château-Renaud, il y a c'est une ville, Château-Renaud, mais qui, en fait, on parle plutôt de communauté de communes. Donc c'est une communauté de communes qui, englobe 16 communes et dans ces 16 communes-là, il y a une crèche et une micro-crèche. Donc une crèche de 20 places et une micro-crèche de 10 places et en fait, quand je me suis renseignée, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de demandes de places en crèche et donc je me suis lancée dans cette ville.
Donc votre syndrome de l'imposteur dont vous parliez, est-ce qu'il est lié au fait d'être plutôt parti dans un milieu où il y avait moins de crèches? Est-ce que vous avez peur, en fait, de vous confronter au secteur, à la concurrence, aux autres, porteurs de projets? Enfin, comment vous vivez ce syndrome de l'imposteur, en fait? Alors oui, on a toujours peur de la concurrence. C'est toujours impressionnant. On a peur d'être entré à une concurrence, à des concurrents meilleurs que nous. Donc forcément, la concurrence impressionne un petit peu. Après, je pense aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. Les crèches ne proposent pas les mêmes services, ne proposent pas toutes la même chose et ne sont pas forcément au même endroit. Alors c'est vrai qu'à Château-Renaud, il y en a 2. La microcrèche est un petit peu excentrée, donc c'est pas dans la ville de Château-Renaud. Donc en fait, on s'adresse pas forcément à la même population. Donc vous arrivez quand même à voir qu'on peut se différencier et qu'il y a de la place pour tout le monde. De toute façon, on sait que le gouvernement a décidé, de fixer comme objectif une ouverture de 200 000 places en crèche jusqu'en 2030, enfin à horizon 2030. Donc c'est qu'il va y avoir beaucoup de créations. Est-ce que ça vous a influencé? Est-ce que vous vous êtes dit: «Bah, moi aussi je veux participer à cet effort de guerre pour, satisfaire les besoins»? Oui, je pense que ça m'a permis de de me lancer, de me dire que finalement c'était un projet qui était viable. Et aujourd'hui, enfin vous suivez beaucoup l'actualité des crèches, de la petite enfance? Oui, oui. Et ça vous fait peur parfois justement? Parce qu'il y a eu cette annonce-là qui disait, bah, on va ouvrir plein de crèches, donc c'était hyper enthousiasmant. Et puis juste après, il y a eu l'annonce que, bah, finalement les crèches, seraient trop rentables, donc on va couper les financements. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur maintenant de développer ou d'ouvrir des crèches en se disant: «Bah, est-ce qu'il va y avoir, un gros changement, une baisse des financements?» Est-ce que ça vous influence aussi dans ce sens-là? Quelque part, ça fait peur parce qu'on se dit: «On ne sait pas de quoi l'avenir est fait», donc forcément, c'est un petit peu impressionnant. Je pense que de toute façon, on aura toujours besoin de places en crèche ou en microcrèche, donc ça existera toujours. Ouais, donc le projet est plus fort que la peur en fait. Ouais, Vous savez que vous allez trouver des solutions. exactement. Moi qui vous connais, je sais que vous avez, cette, âme de combattante. Ah bah, il faut être combattant. C'est pas facile tous les jours, donc il faut trouver des ressources. C'est pas facile tous les jours, c'est quand même, un gros dossier, hein. Donc vous avez dit, vos plus gros freins, ça a été d'abord le changement de vie. C'est souvent une reconversion, en fait, la création de crèche et bah, dépasser le syndrome de l'imposteur et l'idée qu'on va pas y arriver. Donc ça, c'était les freins à la décision de le faire et puis ensuite, une fois que vous avez vraiment pris la décision, c'est quoi les plus grosses difficultés? De surpasser ses limites, je dirais. De pas lâcher? Ne pas lâcher. Enfin, j'ai eu, parfois ouais, envie d'abandonner, de me dire: «Oh là là, ça marchera pas» ou voilà. Mais ça, c'est des phases qui sont normales et donc il faut pas lâcher. Donc pour vous, c'est plus, des freins et des obstacles de motivation? Pas tellement administratifs ou, dans le travail, dans les techniques à mettre en œuvre? Si je n'étais pas accompagnée, c'est des freins auxquels j'aurais été confrontée et je pense que sans l'accompagnement, j'aurais baissé les bras. C'est beaucoup d'administratif. Parfois, on n'est pas au courant de tout non plus. Donc c'est vrai que le fait d'être accompagné permet au projet d'arriver à son terme. C'est une bonne chose. Alors donc vous, finalement, vos premiers freins, ça va être plutôt des freins, on va dire, psychologiques, émotionnels, c'est-à-dire, voilà, sauter le pas et changer de vie. Ensuite, c'est dépasser la peur de pas y arriver et puis, maintenant, c'est maintenir l'effort dans la durée et faire le marathon jusqu'au bout. Exactement. Quand vous avez démarré ce projet, est-ce que vous aviez, des connaissances, un réseau personnel dans le milieu? Est-ce que vous avez essayé de rencontrer des gens? Comment vous vous sentez intégré en fait, dans le secteur de la petite enfance aujourd'hui? Alors, j'ai des connaissances effectivement. J'ai une connaissance en l'occurrence qui est gestionnaire de microcrèche en région parisienne. Et puis ensuite, j'ai en fait, j'ai essayé de créer un réseau. J'ai contacté les crèches aux alentours pour essayer de créer un réseau. Et puis je me suis rapprochée du RPE de la ville de Château-Renaud et de la communauté de communes de Château-Renaud pour avoir aussi un réseau et puis des personnes avec qui échanger. J'ai toujours été bien accueillie par les gestionnaires de microcrèches avec lesquels j'ai pu m'entretenir ou le RPE qui est vraiment présent pour les porteurs de projets. Enfin pour moi en tout cas. Et au niveau financier, est-ce que vous avez trouvé les financements, facilement? Oui, oui, après c'est les financements. Moi j'ai pas eu la chance d'être financée par la ville. Par la CAF, oui, vous avez pas de financement public. Donc c'est quoi? Comment ça se passe pour vous, votre budget global, disons, combien ça va vous coûter d'ouvrir cette crèche? Combien ça me coûte d'ouvrir cette crèche? Ça coûte 200 000 €, le budget total. Et pour donner une idée aux auditeurs, est-ce que vous pouvez dire la proportion là-dessus d'emprunt? 150 000 €. La banque m'a soutenue tout de suite. Vous êtes très soutenu parce que déjà dans votre environnement personnel, il y a beaucoup de soutien de la part de votre famille. Vous êtes soutenu par la PMI qui vous a très bien accueilli, C'est vrai, par la ville aussi et puis, la banque, pareil, en fait, tout le monde vous suit. tout le monde me suit. Bon ça, c'est que du positif, donc vous vous sentez très accueilli dans le projet.
Quelles sont les choses que vous avez, essayé de mettre en œuvre pour ce projet et que vous trouvez finalement être peu utiles et que vous auriez pu, ne pas faire? Et quelles sont au contraire les choses qui vous ont le plus aidé, qui sont les plus profitables? J'ai pas de regrets dans le projet jusqu'à présent. Après, je pense que la meilleure décision que j'ai prise pour l'instant, c'est d'être accompagnée. Ah bah là, je vous rejoins, hein, forcément. Non, mais c'est vrai que c'est un travail d'équipe, la crèche, hein. C'est un travail d'équipe et c'est un projet qui est long parce qu'on attend, on a l'accord du permis de construire, on attend l'accord de la PMI. C'est des phases qui sont assez longues et pendant lesquelles on se pose beaucoup, beaucoup de questions. On se remet beaucoup en question et donc c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un, sur qui se reposer, d'avoir une personne à qui, dire: «Ah en ce moment ça va pas, j'en peux plus, j'ai pas le moral» et d'être reboosté, pour continuer cette aventure. C'est vrai que j'ai de la chance de vous accompagner parce qu'en plus, à chaque fois, vous me dites: «Ah, je repars avec plein d'énergie, je suis trop contente». Alors moi aussi, ça me donne plein d'énergie de travailler avec vous, Barbara. Mais c'est un travail d'équipe, c'est clair. Est-ce que vous avez maintenant que vous êtes presque à l'ouverture, est-ce que vous avez défini la date d'ouverture? Le 2 septembre. Donc vous avez défini la date du 2 septembre, hein, on travaille beaucoup sur la planification, le rétro-planning. Maintenant, je pense que vous maîtrisez bien les aspects, administratifs et opérationnels de l'ouverture, c'est-à-dire, faire des travaux, faire, les dossiers, recruter, rencontrer des familles, le plan marketing, la communication. Est-ce que pour ce qui est de après l'ouverture, vous vous sentez aussi un peu plus dans le concret ou c'est encore, très flou pour vous? C'est un peu flou parce qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre, mais ça devient concret. Là, je me projette, à fond tous les jours, j'y pense. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la recherche de famille? Comment ça se passe pour vous? Parce que c'est vrai que vous êtes en milieu rural, on en a parlé tout à l'heure. Comment vous avez vécu le lancement de la recherche de famille et dans quel délai, vous avez, voulu rechercher ces familles par rapport à votre date d'ouverture qui était le 2 septembre? J'ai commencé à informer les familles au mois de janvier, donc 9 mois avant. 9 mois, c'est un délai parfait. En janvier, je commence donc je distribue des flyers dans les commerces, dans les boîtes aux lettres. Je rencontre le RPE de Château-Renaud, je rencontre, les animatrices du RPE pour leur présenter le projet. C'est principalement elles qui reçoivent les parents, donc quand elles n'ont pas de place, elles redirigent vers la microcrèche. C'était un peu comme ça et puis après j'ai créé, une page Facebook de la crèche qui s'appelle Microcrèche le papillon doré. C'est un très joli nom. Donc vous avez, commencé par déposer des flyers. Est-ce que vous saviez que vous alliez, devenir, comme ça un petit peu, représentant de commerce? C'est pas facile parce que vous le savez, Amal, mais les auditeurs peut-être pas. Je suis très réservée, donc c'est pas facile pour moi d'aller au contact des commerçants et de dire, et de le verbaliser. En fait, on est toutes timides au début. «Bonjour, j'ouvre une crèche» et on n'ose pas le dire. Donc au fur et à mesure, voilà, c'est un exercice qui dure, on le fait beaucoup et donc à la fin, on s'assume quelque part. Mais je trouve qu'au-delà du fait de distribuer des flyers et d'informer les personnes qu'on ouvre une crèche, eh ben, on le verbalise beaucoup et on se rend compte de ce qu'on est en train de faire parce que parfois, il faut se pincer pour dire: «Mais est-ce que c'est vraiment réel?» Ouais, c'est de vous confronter en fait, à la réalité, du terrain quoi, d'aller voir les parents, d'aller voir les pharmacies, les boulangers, les médecins. C'est là que vous vous êtes dit: «Ah mais en fait je le fais vraiment». Donc c'est une confrontation. Après ce que vous dites aussi, c'est que vous êtes réservée. Vous êtes infirmière, donc vous êtes, à la base plutôt dans les métiers du care et donc vous, la vente, aller se vendre et aller vendre son projet, c'était pas forcément, évident. Non, non, pas du tout. Je pense que le message, c'est aussi que quand on ouvre une crèche, bah, faut s'accrocher et contrairement aux idées reçues, le client, bah, c'est pas si simple en fait, hein. Ils pleuvent pas non plus, il y a beaucoup de gens qui pensent que: «Ah mais il y a une pénurie, il y a pas assez de place en crèche, donc ça va être hyper facile». Moi, on m'a souvent dit ça, hein: «Ah bah, toi au moins, il y a un besoin, tu as des clients», mais c'est pas si simple. C'est pas parce qu'on a besoin et qu'on a envie de mettre son enfant en crèche qu'on signe forcément le contrat. Et puis, il y a aussi, une concurrence. Donc, en l'occurrence, vous avez pas forcément beaucoup de crèches autour de chez vous, mais il y a aussi, d'autres modes de garde qui vous concurrencent puisqu'il y a, la garde, à domicile, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a, enfin, plein d'autres choix, en fait, que peuvent faire les parents. Donc c'est pas parce que quelqu'un vient voir, une crèche qu'automatiquement, il va signer le contrat. Et ça, je pense que c'est aussi, ce qui est difficile. Moi qui vous connais bien, qui connais bien votre projet, je sais que peut-être la plus grosse, difficulté, c'est ça, c'est quand on se lance aussi de se dire: «Bah, est-ce que je vais avoir des parents dans ma crèche? Est-ce que je vais la remplir? Est-ce que les gens ont vraiment besoin de ça? Est-ce que mon projet va leur plaire?»
Et ça, on le sait que quand on se confronte à la réalité et qu'on vend. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gestionnaires de crèches qui sont pas des vendeurs, qui ont pas fait des études commerciales et qui aiment pas non plus vendre parce qu'on est dans des métiers de care. Donc à la base, on veut prendre soin, on veut pas forcément aller faire de la vente et des contrats. Exactement. Mais finalement, vous avez commencé à signer vos premiers contrats là, début mai, donc félicitations. C'est le début, c'est que le début. Une fois qu'on a les premiers parents, il y a le bouche à oreille qui marche. Et puis même pour les fratries, les parents reviennent en fait dans votre crèche. Donc dans ce process de vendre vos places, vous avez dû vous différencier, vous mettre en avant. Qu'est-ce que vous pensez de ces besoins de marketing? Est-ce que pour vous, c'est naturel ou plutôt difficile? Et est-ce que vous arrivez à avoir ce qu'on appelle un true marketing, c'est-à-dire à faire passer le vrai message sans avoir l'impression qu'on survend ou qu'on essaye de vendre du rêve? Comment vous travaillez là-dessus, en fait, sur votre image? C'est pas évident. Moi, je pense que je l'ai sous-estimé au départ. J'attachais pas énormément d'importance à l'image commerciale, en fait, alors que c'est très important. Et c'est vrai que par rapport au message qu'on veut faire passer, c'est difficile de trouver sa juste place en essayant de faire passer le message qui est réel et authentique sans survendre et être trop vendeur. Donc vous êtes parti sur quel modèle de crèche? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Alors moi, donc c'est une micro-crèche, donc il y aura 12 places pour accueillir les enfants et je me suis positionnée sur le développement durable et la référence, qui était pour moi l'objectif premier en fait du projet au départ, donc en 2018. L'idée, c'était vraiment d'assurer la sécurité émotionnelle et affective des enfants. Et je me suis aussi positionnée sur le développement durable, puisque les enfants sont nos futurs citoyens et c'est important qu'ils soient sensibilisés à tout cela. C'est vos 2 piliers, hein. Le premier pilier qui serait le soin, donc avec la continuité de soins et ça, vous le mettez en œuvre grâce à un système de référence pour que les enfants aient un référent qui prenne soin d'eux dans la continuité dans la crèche. Ça leur donne des repères et puis votre deuxième pilier, c'est, d'utiliser des matériaux, durables et de mettre en œuvre un maximum, d'écologie dans votre crèche aussi. Alors pour les auditeurs, on peut peut-être parler un petit peu des étapes. Vous avez déjà un local assez idéal pour votre crèche, un local baigné de lumière avec un jardin. Il est accessible au PMR, il est accessible aussi pour les parents qui viennent en voiture et qui ont besoin de leur véhicule pour aller au travail. Donc il y a énormément d'avantages dans ce local. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur le business plan et le financement. Vous vous posiez beaucoup de questions sur les bons choix à mettre en place. Je me souviens que vous saviez pas trop, en fait, si le projet, fallait prévoir plutôt 100 000 € ou plutôt 500 000. Il fallait trouver la bonne approche. Est-ce que là-dessus, vous vous souvenez de quelque chose qui vous a marqué dans le travail du financement du projet? Bah, c'est de travailler l'équilibre financier, en fait, dans le business plan et c'est vrai qu'on aimerait faire, tellement de choses, mais on ne peut pas tout faire. Donc c'était ça, ouais, faire les bons choix et trouver l'équilibre. Ce qui vous a amené à un financement d'environ 200 000 €. Moi, c'est ce que je dis toujours. En général, on est autour de ce montant-là. Donc, ça peut être un peu moins ou un peu plus. Mais c'est vrai que parfois, il y a des porteurs de projets qui prévoient des budgets beaucoup trop élevés et ça peut être assez piégeant après sur le long terme. Surtout que vous aimeriez en ouvrir plusieurs des micro-crèches. Donc, il faut ménager sa monture. Ensuite, vous avez commencé à rédiger vos projets pour l'étape d'après. Vous avez commencé à faire votre dossier pour présenter à la PMI tout ce que vous vouliez faire. Donc, on a travaillé sur une note d'opportunité, vous avez fait votre étude de besoin, vous avez écrit votre projet d'établissement. Donc, c'est à ce moment-là beaucoup de réflexion où vous vous projetez. Et puis ensuite, on a assez vite embrayé sur le marketing et puis la vente en fait, hein, c'est-à-dire vraiment communiquer autour de vous et rencontrer les familles. Et ça, c'est un énorme travail et c'est peut-être le moins naturel pour vous. Et puis ensuite, on a commencé aussi l'organisation interne de la crèche, c'est-à-dire la structure des ressources humaines. Et là, vous avez vos premiers entretiens de recrutement. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui vous plaît beaucoup parce que vous avez des bonnes surprises. Exactement, parce que bon, c'est vrai qu'on entend parler de la pénurie des professionnels dans la petite enfance, donc ça, c'est quand j'en parle autour de moi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. «Ah mais tu trouveras jamais, mais tu t'y prends tu as toujours pas trouvé, tu trouveras pas, tu es en retard». Et en fait, dès le départ, quand j'ai commencé à communiquer, j'ai eu des candidatures spontanées, ce qui est génial et c'était des super candidatures donc j'étais super contente et puis, en fait, après voilà, j'ai publié une annonce sur Indeed et j'ai eu, des dizaines et des dizaines de CV, dont certains CV très intéressants aussi et c'est chouette de rencontrer les gens, c'est ce que j'aime le plus en fait,
C'est vrai que rencontrer les familles ou les professionnels, voilà, c'est quelque chose qui est très concret et qui est très valorisant, en fait, je trouve, le contact humain et Donc c'est là-dessus que vous vous éclatez le plus, c'est dans les rencontres avec les familles et les professionnels? je pense, Et ouais. là, vous en êtes à combien de professionnels, recrutés? 2 sur 2 4. sur 4, ça fait quand même une bonne moitié, c'est vraiment pas mal. Sachant qu'on est en mai, donc vous avez le temps. Moi, je me souviens que je vous ai dit au début, il faut pas recruter trop tôt parce que quand on recrute trop tôt, les gens, ils ont le temps d'avoir d'autres offres, de se dire: «Ah bah, finalement, je vais peut-être aller voir un autre employeur et tout». Quand c'est trop tôt, on se projette moins et du coup, on peut plus changer d'avis et c'est pour ça qu'on a commencé qu'en mai. Je trouve que c'est déjà tôt, mais bon, c'est bien parce que vous avez été aussi beaucoup sollicité par des gens qui avaient envie de bosser pour vous. C'est vrai que c'est intéressant quand il y a des candidatures spontanées de se dire: «Bon, la personne, elle est venue quand même à moi, elle a montré sa motivation». Souvent, ben, il y en a qui relancent aussi, donc c'est qu'ils sont vraiment très mobilisés. Ensuite, c'est qualitatif ou pas, mais là, en l'occurrence, vous, c'était plutôt, souvent des très belles candidatures. Donc maintenant, vous avez des contrats avec des familles, vous avez des contrats avec des professionnels, les travaux sont presque terminés. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Et ben, la prochaine étape, c'est l'aménagement. Vous en êtes où alors avec ça, les commandes? La commande, qui a un délai de livraison, assez long est passé, donc maintenant j'attends et puis il y a quelques petites choses à préciser aussi, voilà, sur le petit aménagement, on va dire. Oui, c'est ça, parce que pour les auditeurs, donc après on a des pas mal d'achats à faire, hein. Il y a des listes, d'achats donc avec différents fournisseurs, donc le fournisseur de meubles, le fournisseur, on va plutôt acheter, du petit matériel, donc pour la cuisine ou ce genre de choses, du linge. Donc il y a différents, types de matériel qu'on répertorie et donc là, vous avez déjà commandé votre, gros mobilier et puis maintenant on va passer sur les plus petits achats. Faut trouver la bonne date aussi quand on passe les commandes, faut trouver les bons achats, pas en acheter trop ni trop peu. C'est vrai qu'on est souvent tenté d'acheter, plein de trucs et puis à la fin, on a une crèche qui est surchargée. Moi, je suis plutôt une adepte du minimalisme et là-dessus, je crois que vous me rejoignez pas mal. Et puis donc il faut, trouver la bonne date parce que quand on lance un chantier, on peut pas se permettre de commander, plein de lits à barreaux et de choses comme ça qui vont arriver en plein milieu du chantier alors que, les sols sont pas posés ou la peinture est pas terminée. Donc vous êtes un peu le chef d'orchestre, hein, là. Exactement et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Donc vous avez commencé votre projet à l'automne, vous avez démarré le chantier début avril, donc je crois que c'était le 2 avril. Vous avez passé vos commandes et vous prévoyez une fin de chantier, début juillet? Fin Fin juin, juin avec la livraison du mobilier au mois de juillet, mi-juillet, juste après et la visite de la PMI en juillet aussi, fin juillet. pour une ouverture en septembre. Ça, c'est un rétroplanning idéal, commencer à l'automne, donc après la rentrée de septembre. Démarrer son chantier après avoir eu les autorisations nécessaires et avoir, bien validé les plans, donc démarrer le chantier au printemps et puis ensuite on finit le chantier en juin, on fait l'aménagement début juillet, donc faut, le ménage, le mobilier, tout mettre en place parce que la PMI quand elle vient au rendez-vous, d'agrément, il faut qu'elle voie une crèche opérationnelle donc c'est pas juste un chantier, il faut qu'elle voie où sont les lits, il faut qu'elle voie, qu'il y a le thermomètre au mur, qu'on a mis les affichages aussi réglementaires, sur les murs et cetera. Donc il y a encore un petit peu de travail, hein. Une fois que le chantier est terminé, il faut quand même prévoir une bonne semaine, voire 2 pour finaliser l'aménagement de la crèche et puis ensuite, une fois que la PMI est passée, elle a jusqu'à 3 mois pour vous donner votre agrément. En général, les PMI sont assez conciliantes. Enfin, moi, j'ai jamais eu de PMI qui m'a fait durer le délai jusqu'à 3 mois. En général, j'avais mes agréments très, très vite, hein, en 15 jours. Je trouve que les PMI sont quand même souvent arrangeantes, et soutenantes et je crois que vous, c'est votre cas, hein, vous les trouvez plutôt soutenants. Oui, tout à On fait. peut que vous souhaiter que la date d'ouverture, soit respectée. Je pense que vous êtes bien partis. On fait tout On fait pour. tout pour. C'est aussi votre diplôme d'infirmière qui vous donne aussi cette rigueur de la procédure et de l'efficacité, en fait, de mettre en œuvre les choses. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres choses qui sont si vous deviez dire qu'est-ce qui vous aide le plus, vous, dans votre personnalité, dans vos atouts et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous par rapport à vos compétences dans le projet? Ce qui m'aide, je pense que c'est le rapport humain, parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans et professionnellement, j'entends. Et donc c'est vrai que je pense que j'ai un rapport, social, plutôt facile et ce qui me freine le plus, qui est assez paradoxal, je pense que c'est le fait que je sois assez réservée. Je subis le syndrome de l'imposteur. Ah oui, vous dites que c'est paradoxal parce que vous dites: «Mon atout majeur, c'est, mon contact humain», mais en même temps, mon frein le plus important, c'est aussi, que je sois réservée avec les autres. Mais en fait, si je devais vous répondre là-dessus,
Je pense que vous avez un bon contact humain dans le sens où vous avez la bonne distance. Donc, c'est pas avoir un bon contact humain, c'est pas forcément être très familier, très expansif en fait. Votre rapport humain, il est bon parce qu'il est juste et vous savez parler à bon escient. Vous n'êtes pas dans la séduction. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez équilibré, d'assez juste en fait quand vous êtes en relation avec l'autre. Et je pense qu'effectivement, votre pratique dans la santé a probablement été un bon entraînement. Et puis, sur le fait d'être réservé, moi, je pense que c'est vrai que ça peut être difficile au début. Je suis très timide aussi, ça se voit pas toujours. Mais du coup, je vous comprends. Mais en fait, ça peut être difficile de surmonter ça, mais ça permet aussi d'avoir cette juste distance. Et du coup, ça peut être un atout aussi d'être réservé. Donc, je pense que vous serez peut-être amené plus tard à vous rendre compte que finalement, c'était pas si mal que ça. C'est possible. Alors Barbara, je pense qu'on arrive un peu à la fin de l'épisode. Vous nous avez parlé de tout votre cheminement de gestionnaire de crèche. Là, ça y est, maintenant, vous êtes un nouveau gestionnaire de crèche. Vous allez ouvrir le Papillon Doré dans la ville de Château-Renaud en septembre 2024. Est-ce que vous avez un conseil que vous pouvez donner aux auditeurs qui ont envie de se lancer? Je pense qu'il y a j'ai quand même pas mal d'auditeurs qui sont porteurs de projets, qui m'envoient des questions, des demandes. C'est aussi pour ça que je me suis dit: «Tiens, ça pourrait être sympa pour une fois». Après, on en est à, je crois, 53 épisodes sur le podcast. Je me suis dit: «Ça pourrait être sympa de faire un témoignage de porteurs de projets». Je suis sûre qu'ils se demandent si vous avez un conseil pour eux. Faites-vous confiance. Si le projet est là, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'il faut garder le fil conducteur. Faut pas oublier de l'origine du projet. Ça, je pense que c'est important. Ne pas oublier d'où on vient et d'où le projet vient. Ne pas se décourager. C'est dur. On a des baisses de motivation. Et donc, il faut vraiment pas lâcher. Le jeu en vaut la chandelle. Je m'avance peut-être un peu parce que j'ai pas encore ouvert la crèche, mais j'en suis persuadée. Et le troisième conseil que je peux donner aux auditeurs, c'est de se faire accompagner par des professionnels compétents, comme vous, Amal. Merci, c'est gentil Barbara. Ça aide beaucoup. Il y a beaucoup notamment de documents administratifs à produire. Et donc ça, rien que ça aide beaucoup. Et puis on ne sait pas par où commencer. Quand on commence, on ne sait pas. En fait, on est vite perdu. Et donc, c'est important, je pense, d'être accompagné et d'avoir quelqu'un qui nous guide pendant toute la durée du projet, qui dure 1 an. Bon alors du coup, Barbara, est-ce que vous reviendrez témoigner dans quelques mois pour dire comment s'est passée l'ouverture de votre crèche? Avec grand plaisir, Amal. Ça va être une série. Je serai au rendez-vous. Eh bah, génial, j'ai hâte de continuer le process avec vous, de voir l'ouverture du Papillon Doré et puis de visiter la crèche et de vous inviter l'année prochaine. On va faire un épisode spécial Que sont-ils devenus comme sur M6. On pourra savoir comment s'est passée l'ouverture et où vous en êtes. Avec plaisir. Génial, eh bah, merci beaucoup Barbara et puis à bientôt. Merci beaucoup, Amal. Au Au revoir. revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.